Lors de la fête des 60 ans de ma belle-mère, ma belle-sœur m'a giflé à 2 reprises devant tout le monde. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, instantanément, et, par la même occasion, je l'ai fait renvoyer d'un poste avec un salaire astronomique que je lui avais moi-même obtenu. Toute ma belle famille en est restée pétrifiée. Dans le monde du travail, je suis une haute dirigeante qui impose le respect, mais au milieu de cette célébration, j'ai été humiliée, publiquement par la famille de mon mari. Pourtant, au lieu de baisser la tête, j'ai lancé une contre-attaque foudroyante, renversant complètement la situation et faisant payer un prix très élevé à toute cette famille de parasites. Que s'est-il passé exactement? Le trafic à Paris pendant les nuits d'hiver, toujours si dense qu'il en devient étouffant. J'étais assise dans ma voiture, avançant péniblement sur l'avenue de la Grande Armée, le cœur serré. Aujourd'hui avait lieu le dîner pour les 60 ans de ma belle-mère, Martine. Le banquet se tenait dans l'un des restaurants les plus exclusifs du 8e arrondissement. Un endroit où j'avais moi-même payé la réservation un mois à l'avance pour qu'elle puisse se vanter devant tous ses proches. Le motif de mon retard était un bracelet. L'après-midi même, j'avais reçu un appel du maître joaillier de la place Vendôme que je fréquente habituellement pour m'avertir que le bracelet en or blanc, incrusté de saphirs et de diamants, d'une valeur de plus de 25 000 €, que j'avais commandé, et spécialement, pour ma belle-mère, était prêt. Je voulais aller le chercher et personne pour m'assurer qu'il était impeccable. Le processus de vérification et d'emballage avait pris plus de temps que prévu, et un accident de la circulation, un peu plus loin, avait complètement paralysé l'avenue. J'avais appelé Alexandre, mon mari, pour lui expliquer la situation et lui demander de prévenir sa mère pour qu'elle comprenne. Quand je suis entrée précipitamment dans le hall du restaurant, ces rencontres, moi l'écrin en velours bleu, l'horloge marquait 22 heures. En poussant la porte du salon privé, je me suis préparée à afficher mon meilleur sourire, à présenter mes excuses, mais avant même que je ne puisse prononcer un mot, une qui ombre s'est jetée sur moi comme un ouragan. 2 gifles brûlantes ont percuté mes joues de plein fouet. La force du coup a été telle que j'ai titubé et que mes oreilles ont bourdonné pendant une seconde. L'écrin de velours a failli m'échapper. Mais j'ai réussi à le retenir. L'immense salon, où s'étaient réunies près de 50 personnes de la famille de mon mari, a plongé dans un silence de mort. Les rires et le brouhaha ont cessé d'un coup. Tous les regards se sont braqués sur moi. J'étais restée, paralysée sur le pas de la porte. Une joue rougie et la marque de doigts gravée, au fer rouge, celle qui venait de me frapper, n'était autre que Chloé, la très chère petite sœur d'Alexandre. Chloé se tenait debout face à moi, les mains sur les hanches, les yeux exorbités et le maquillage coulant sous l'effet de la colère. Me pointant du doigt, elle a hurlé d'une voix stridente qui a résonné dans toute la pièce pour me demander quel genre de belle-fille j'étais. Elle a crié qu'aujourd'hui était le jour le plus important pour sa mère, que toute leur famille avait dû m'attendre pendant 2 heures, et elle m'a demandé si je croyais que, parce que j'étais une grande patronne dans mon entreprise, je pouvais venir dans cette famille et piétiner ça. Oh mère, j'ai cligné des yeux, tentant de retrouver ma contenance après le choc. L'île, là, et brûlure sur mon visage n'était rien comparé à l'humiliation qui m'oppressait l'habit. Poitrine. J'ai regardé autour de moi. Les tantes et les cousines d'Alexandre me dévisageaient avec insistance et une certaine satisfaction. Personne n'a fait un pas pour arrêter Chloé. Personne ne m'a demandé si j'avais eu un accident ou un problème sur la route. Ils me regardaient comme une coupable qui venait de recevoir sa juste punition. Chloé a relevé le menton, a jeté un regard dédaigneux au sac en papier qui contenait l'écrin et a lâché un rire chargé de mépris. Elle m'a dit de ne pas
croire qu'en apportant une vulgaire babiole, j'allais pouvoir me racheter. Elle a ajouté que si je ne respectais pas sa famille n'avait pas besoin de ma présence. Elle m'a demandé si je me prenais pour quelqu'un d'important juste parce que j'étais directrice générale adjointe. Elle a affirmé que dans cette maison, je n'étais que la belle-fille, que je devais connaître ma place et respecter les règles. Elle a conclu en disant que sa mère était trop bonne et me laissait faire ce que je voulais, mais qu'avec elle, je n'allais pas jouer. Chaque mot de Chloé était comme un coup de poignard dans ma fierté. Je suis là, directrice générale adjointe de l'une des plus grandes entreprises de commerce en ligne de France, gérant des milliers d'employés. Dans le monde professionnel, je maintiens toujours une attitude mesurée, professionnelle et respectée de tous. Et pourtant, aujourd'hui, lors d'une fête payée avec l'argent de mon propre travail, j'étais humiliée en public par une belle-sœur au chômage qui avivait d'illusions. J'ai pris une grande inspiration, réprimant la fureur qui bouillonnait en moi, et j'ai dirigé mon regard vers la table d'honneur. Là se trouvait l'homme que j'appelais mon mari depuis les 3 dernières années. J'ai attendu une réaction, une tentative de me protéger, ou au moins quelques mots pour calmer le enjeu. Mais Alexandre restait assis, aussi impassible qu'une statue. Il portait un costume sur mesure, hors de prix, que j'avais moi-même repassé le matin même. Face à la scène de sa femme se faisant frapper et insulter par sa propre sœur, Alexandre n'a pas même froncé les sourcils. Nos regards se sont croisés. J'ai cherché de l'empathie dans ses yeux, mais je n'y ai trouvé que de l'agacement et de l'irritation, avec une tranquillité déconcertante. Il a porté un toast au foie gras à sa bouche, a mâché lentement, a posé sa fourchette, et m'a dit que Chloé était ma belle-sœur. Il m'a demandé si j'allais vraiment me mettre à discuter avec elle. Il m'a ordonné de m'approcher immédiatement, de demander pardon à sa mère et de lui servir un verre de vin. Il a ajouté qu'il ne fallait pas laisser les autres penser que, dans cette famille, on ne savait pas éduquer les belles filles. Est-il m'a reproché de lui faire perdre sa dignité devant tout le monde? Je suis restée sidérée. Le mot dignité sortant de sa bouche était une cruelle ironie. Il s'inquiétait de perdre la face devant ses proches, mais il était prêt à piétiner l'amour-propre de la femme qui avait été à ses côtés à chaque instant. Les mots d'Alexandre ont été le déclencheur pour que les autres s'en mêlent. La tante maternelle d'Alexandre a pincé les lèvres et a décrété qu'Alexandre avait raison, que les femmes d'aujourd'hui se croyaient supérieures, sous prétexte qu'elles gagnaient 3 francs 6 sous. Elle a ajouté qu'arriver, avec 2 heures de retard à l'anniversaire de sa belle-mère, était inacceptable, que leur famille était traditionnelle, et qu'une belle-fille pareille était un désastre. Elle a même osé dire que mes parents étaient sûrement trop occupés par toutes leurs affaires pour m'apprendre comment être une bonne épouse. En entendant comment ils mêlaient mes parents à leurs moqueries, ma patience a atteint ses limites. J'ai regardé ma belle-mère. Martine portait une élégante robe de créateur et la parure de perles que je lui avais offerte à Noël dernier. Elle était adossée à sa chaise, buvant de son verre de pommard, tolérant parfaitement l'insolence de sa fille et la cruauté de son fils. Voyant que je ne bougeais pas, elle a posé son verre sur la table et a prononcé des mots tranchants. Elle m'a ordonné de bien l'écouter, affirmant que dans la famille, on avait toujours valorisé la loyauté et les bonnes manières. J'ai pas l'argent. Elle m'a dit qu'elle se moquait de mon poste à l'extérieur, mais qu'en franchissant la porte, tout de sa famille, je devais connaître mes obligations. Elle a justifié la gifle de Chloé en disant que c'était pour me rappeler ma place, m'interdisant d'importer qu'est mon arrogance d'entreprise dans sa maison. Elle a conclu en m'ordonnant de faire ce que mon mari disait et de lui présenter des excuses, ainsi qu'aux aînés de la famille.
Mon cœur s'est totalement glacé. Tous mes sacrifices des 3 dernières années, pour cette famille, avaient été comme jeter de l'eau dans l'océan. Je m'étais soucié d'eux jour et nuit. J'avais payé les travaux de rénovation de la maison, de campagne de mes beaux-parents dans la Creuse. J'avais fait embaucher des membres de leur famille, et je versais une généreuse pension mensuelle à Chloé. Pour ses caprices, tout mon dévouement n'avait été payé que par du mépris et une avidité insatiable. Il partait du principe que ce que je faisais était mon obligation. Une soumission naturelle. La gifle de Chloé ne m'a pas fait aussi mal que l'indifférence d'Alexandre et la méchanceté de sa mère. La vérité devenait évidente. Il ne m'avait jamais considéré comme un membre de la famille. Je n'étais qu'une machine à faire de l'argent, un distributeur automatique, et quand cela les arrangeait, ils étaient prêts à me piétiner pour exalter leur prétendue tradition familiale. Voyant que je ne bougeais pas, Chloé Hardy. Elle s'est approchée de moi, a croisé les bras et a levé le menton avec une attitude si arrogante qu'elle en devenait ridicule. Elle m'a demandé si j'étais sourde ou si mon fauteuil de directrice me manquait tellement que je ne daignais pas demander « Pardon ». Elle m'a ordonné d'arrêter de jouer les victimes et m'a demandé si je croyais que mon entreprise était si extraordinaire. Elle a affirmé que Simon, Marie-Alexandre, ne l'avait pas supplié à genoux de venir sauver ma compagnie, soi-disant au bord de la faillite. Elle n'aurait jamais accepté le poste de directrice des opérations. J'ai froncé les sourcils. Directrice des opérations d'une entreprise au bord de la faillite. Ce que disait Chloé était un délire absolu. Mon groupe était leader sur le marché en France, avec des bénéfices records au dernier trimestre. Le poste de direction des opérations était toujours vacant et j'étais là, responsable direct du recrutement des cadres dirigeants. Chloé a replacé ses cheveux décolorés et a annoncé d'une voix forte pour que tout le salon l'entende que son frère lui avait obtenu le poste de directrice des opérations dans mon groupe. Elle a fièrement déclaré que le salaire initial était de 150 000 € par an, sans compter les primes et les actions. Elle a raconté que comme je gérais très mal et que l'entreprise était un chaos, Alexandre avait eu pitié de moi et lui avait demandé de prendre les commandes. Elle a conclu en annonçant qu'à partir de lundi prochain, elle assumerait officiellement ses fonctions, qu'elle aurait tout le personnel sous ses ordres, y compris moi, et qu'elle serait ma patronne. Le salon tout entier a éclaté en murmures d'étonnement et d'éloges. Les stantes rivalisaient de flatteries envers Chloé, la qualifiant de jeune prodige, et louaient la vision et le pouvoir immense d'Alexandre pour avoir obtenu à sa sœur un poste avec un tel salaire. Il me regardait de haut, comme si j'étais une bonne à rien sur le point d'être licenciée. J'ai regardé Alexandre. Son visage irradiait la satisfaction. Il bombait le torse, recevant les louanges de ses proches avec un sourire vaniteux. C'est alors qu'une vérité écœurante a traversé mon esprit. Alexandre n'était qu'un simple chef d'équipe des ventes dans une petite entreprise d'importation, gagnant à peine 1 500 € par mois, et pourtant, il avait l'audace de s'inventer une vie héroïque, se proclamant le sauveur de mon entreprise, trompant toute sa famille, en affirmant qu'il avait le pouvoir de nommer sa sœur directrice avec un salaire astronomique. Ces derniers temps, Alexandre m'avait supplié d'intégrer Chloé dans l'entreprise par amour pour mon mari. J'avais accepté de lui offrir un poste d'assistante administrative en période d'essai. Les ressources humaines, lui, avaient envoyé le courriel avec l'offre le matin même. Je n'aurais jamais imaginé qu'à travers les mensonges d'Alexandre et les délires de grandeur de Chloé, un simple poste d'assistante se serait transformé en direction des opérations pour parader devant la famille. Ils avaient bâti leur arrogance sur des mensonges éhontés. Ils m'humiliaient pour satisfaire leur propre ego, pathétique. Ma patience s'est officiellement épuisée. Dans mon cœur, il n'y avait plus d'eux,
Aux places ni pour l'indulgence ni pour la soumission, j'ai regardé fixement Chloé, dans les yeux, avec un regard tranchant comme la glace, en voyant sa fille acclamer. Le visage de ma belle-mère s'était détendu pour laisser place à un sourire triomphant. Me pointant du doigt, elle a décrété avec l'autorité d'une reine que j'avais bien entendue, elle a ajouté que très bientôt, Chloé serait ma et supérieure, l'héroïne qui sauverait mon poste. Et elle m'a reproché d'oser venir, avec mon air amer. Elle m'a traité de mal élevée et d'ingrate. Elle m'a ordonné de poser le sac poubelle que je tenais à la main, de m'approcher et de demander pardon immédiatement, menaçant de dire à Alexandre de me jeter à la rue si je ne la satisfaisais pas. Je n'ai pas hurlé de rage. La situation m'a simplement paru terriblement comique. J'ai levé le sac en papier à la hauteur de mes yeux et j'y ai lentement glissé la main pour en sortir l'exquis écrin en velours bleu. La lumière des lustres en cristal du restaurant a illuminé la boîte, lui donnant une aura de luxe indéniable. J'ai regardé ma belle-mère droit dans les yeux et ma voix a résonné, calme, mais claire et puissante. Je lui ai dit qu'elle avait raison, que je n'aurais pas dû apporter cela ici. J'ai ajouté que c'était trop élégant et trop noble et que cela ne correspondait absolument pas à la fausseté de l'ambiance ni aux personnes présentes dans cette pièce. Sur ces mots, j'ai relâché mes doigts. L'écrin est tombé librement sur le sol, dur en marbre. Le couvercle a sauté et le magnifique bracelet de diamants et de saphir s'est écrasé au sol. Le bruit des pierres précieuses et de l'or blanc heurtant la pierre a été net et perçant, réduisant le brouhaha du salon à un et silence absolu. Le bracelet gisait sur le sol, cabossé, avec quelques saphirs détachés brillant sous la lumière, une beauté rayonnante, mais désormais pitoyable. J'ai expliqué que c'était une pièce exclusive, conçue sur mesure par l'un des meilleurs artisans de la place Vendôme, qui avait nécessité 2 mois de travail. J'ai précisé que sa valeur dépassait les 25 000 €. Yai avouait avoir pensé que ce cadeau prouverait mon affection et ferait disparaître ses préjugés, mais que le bijou était désormais brisé, tout comme la dernière once d'affection que j'éprouvais pour cette famille, qui s'était complètement évaporée. Chloé a regardé le sol, les yeux hors des orbites, même sans rien connaître à la haute joaillerie. L'éclat et le travail artisanal du bracelet suffisaient pour comprendre qu'il était extrêmement cher. Ma belle-mère a poussé un cri d'horreur, a repoussé sa chaise, s'est levée d'un bond et s'est jetée sur le bijou brisé. Elle est tombée à genoux, de ses mains tremblantes, a ramassé les morceaux. Elle était pâle comme un fantôme et bégayait, en tant que personne, avide et amatrice de luxe. Elle a immédiatement compris l'immense valeur de la pièce. Elle a hurlé pour me demander quelle barbarie j'avais commise, pleurant de et douleur face à la perte financière, et m'a demandé combien cela coûtait en me, traitant de sorcière. Elle m'a foudroyé du regard, donnant l'impression de vouloir me dévorer vivante. Alexandre a également accouru. Il a vu le bijou détruit et m'a pointé du doigt, tout me demandant si j'étais devenue folle. Il a crié pour savoir si je réalisais à quel point c'était cher et si je cherchais à détruire la famille. Je suis restée droite, les bras croisés, les regardant avec pitié. Je n'ai pas versé une seule larme. Mon esprit était incroyablement lucide et froid. Ce mariage avait été une erreur. Et aujourd'hui, j'allais y mettre fin de mes propres mains. En commençant par anéantir toutes leurs illusions, j'ai regardé le visage ridé de ma belle-mère, souffrant pour l'argent, et la fureur d'Alexandre. Et j'ai esquissé un sourire sarcastique. Je leur ai dit que ce bracelet m'avait coûté 25 000 €, qu'il
Tu devais être son cadeau d'anniversaire. Mais que je réalisais maintenant que des personnes aussi effrontées et misérables ne méritaient pas le moindre centime de ma part. Mes paroles ont laissé l'assistance sans voix. 25 000 € pour un cadeau d'anniversaire était une somme que cette famille ne pourrait imaginer, même dans ses rêves les plus fous. Ma belle-mère a porté ses mains à sa poitrine. Respirant avec difficulté, agrippant les restes du bracelet pendant que ses yeux brûlaient de rage, Chloé s'est levée d'un bond et a foncé sur moi, prête à me gifler de nouveau. Elle m'a demandé comment j'osais parler ainsi à sa mère, et si je croyais que mon argent me permettait de faire tout ce que je voulais. Elle m'a menacé en disant d'attendre qu'elle prenne son poste lundi, promettant de me jeter de l'entreprise à coups de pied. D'un revers de main rapide, j'ai repoussé le bras de Chloé. La faisant tituber, sans daigner discuter davantage, j'ai sorti mon téléphone portable de mon sac, j'ai composé le numéro du directeur des ressources humaines de mon groupe, Yai, activé le haut-parleur et poussé le volume au maximum pour que toutes les oreilles curieuses de la pièce puissent entendre clairement. À la 3e sonnerie, il a décroché, et la voix respectueuse de Laurent a résonné. Il m'a salué et a demandé ce dont j'avais besoin à une heure pareille. La salle a plongé dans un silence de cathédrale. Ceux qui, quelques instants plus tôt, flattaient Chloé et Alexandre, se regardaient maintenant avec perplexité. Chloé est restée figée. Son visage est passé du rouge à une pâleur fantomatique. Alexandre a reculé d'un pas, balbutiant de manière inaudible, avec une voix ferme et autoritaire, propre à une dirigeante. J'ai ordonné à Laurent de bien écouter mes instructions. Je lui ai demandé d'annuler immédiatement l'offre d'emploi pour le poste d'assistante administrative, période d'essai de Chloé. J'ai précisé que notre entreprise n'acceptait pas les personnes sans éthique ni discipline. De plus, je lui ai ordonné de rédiger une circulaire interne pour l'inscrire sur notre liste noire et de l'envoyer dès le lendemain matin à toutes les entreprises partenaires du secteur du commerce électronique. J'ai insisté sur le fait que je ne voulais voir son nom dans aucun entretien d'embauche de notre écosystème professionnel. À l'autre bout du fil, Laurent n'a pas hésité une seconde. Il a confirmé, affirmant qu'il allait annuler le courriel, retirer l'offre et bloquer son e-profil dans notre système immédiatement. Il m'a assuré que l'alerte serait envoyée à la première heure le lendemain. J'ai raccroché et rangé le téléphone dans mon sac. L'atmosphère dans le salon était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Le fantasme du poste de directrice avec un salaire mirobolant venait d'être écrasé sans pitié devant des dizaines de membres de leur famille. J'ai fait un pas en avant, acculant Chloé. Elle a reculé en tremblant, la panique se reflétant dans ses yeux. Je lui ai demandé si elle s'était enfin réveillée. Je lui ai rappelé que dans mon entreprise, il n'y avait pas de place pour les parasites paresseux qui, naines, oiseaux, jouaient les supérieurs. Je lui ai dit qu'en tant que directrice des opérations, elle ne servirait même pas à nettoyer les toilettes chez moi. Je lui ai conseillé de se débrouiller et de distribuer des CV par elle-même. Si tant est que quelqu'un veuille l'embaucher, j'ai prononcé chaque mot lentement pour qu'il se grave au fer rouge dans les tympans de ces gens avides. Ce n'était pas de la vengeance. Je ne faisais que ramener les choses à la réalité. J'utilisais le pouvoir que j'avais moi-même, construit pour freiner leur arrogance, les obligeant à ouvrir les yeux et à regarder leur propre misère. Parfois, pour que quelqu'un change d'attitude, il faut lui verser un seau d'eau glacée. Et ce banquet d'anniversaire allait et marquer la fin définitive de ma propre soumission. Le salon privé était si silencieux qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Ce silence n'était pas dû au respect, mais à l'immense onde de choc qui venait de frapper toutes les personnes présentes. Mon appel plein d'autorité avait totalement déchiré le rideau de mensonges qu'Alexandre et Chloé avaient tissé pour éblouir leur famille.
Alexandre est resté paralysé pendant un long moment, son visage, d'abord rouge à cause de son ego blessé, est devenu blanc, puis a pris une teinte violacée de colère et de honte. Le fait que son mensonge soit exposé juste devant toute sa famille paternelle avait détruit la fierté d'un homme aussi vaniteux que lui. Et Lacra ne pouvait pas accepter que la femme qu'il venait d'humilier avec sa mère, celle qui détenait le contrôle absolu, d'un pas rapide et furieux, il s'est précipité sur moi. Il avait les yeux injectés de sang, en me pointant du doigt. Il a crié pour tenter de récupérer un minimum de sa pathétique autorité. Il m'a demandé si j'étais devenue folle et m'a ordonné d'appeler Laurent immédiatement pour annuler cet ordre. Il a exigé de savoir à quoi je jouais devant les aînés de la famille et m'a demandé si je ne me rendais pas compte que je le rendais ridicule. Il a crié que sa mère et vos sœurs ne pourraient pas supporter cette humiliation et m'a sommé de rendre son travail à Chloé sur le champ ou d'en assumer les conséquences. Je suis restée à ma place, les mains fermes, sans dévier le regard d'un millimètre, observant fixement l'homme que j'avais appelé mon mari pendant 3 ans. À cet instant, je n'ai vu aucune trace du garçon bon et travailleur dont je m'étais éprise à nos débuts. Devant moi, il n'y avait qu'un lâche irresponsable, un prêt à piétiner l'honneur de sa femme pour protéger sa propre et fausse vanité. Me voyant silencieuse, Alexandre a cru que je prenais peur. Il a fait un pas de plus, tentant de m'attraper par les épaules pour me secouer, mais avant même qu'il ne me touche, j'ai levé la main. Une gifle sonore a claqué dans la pièce. J'avais mis toute la force de la frustration, de la déception et du mépris accumulés au cours de ces 3 années de mariage pour frapper sa joue. Alexandre a titubé en arrière, portant la main à son visage, où 5 doigts rouges se dessinaient parfaitement. Il a écarquillé les yeux, la bouche grande, ouverte, incapable de croire que sa femme, toujours si patiente et obéissante, avait osé le frapper en public. Je l'ai regardé et lui ai dit d'une voix aussi tranchante qu'une lame que cette gifle était pour sa lâcheté et son indifférence. Je lui ai rappelé que lorsque sa sœur m'avait insulté et frappé sans raison, il était resté assis à manger, tranquillement. Je lui ai reproché de m'avoir obligé à m'excuser auprès de la personne qui m'avait agressé. Uniquement pour sauver sa fierté, j'ai conclu qu'un homme incapable de défendre sa femme et qui se joint aux autres pour l'écraser ne méritait pas d'être appelé un mari. En voyant que son frère avait été frappé, Chloé a poussé un cri perçant, tel un animal acculé. Perdant toute raison, elle a couru vers moi, les mains prêtes à m'égriffer, m'insultant copieusement et hurlant qu'elle allait me tuer pour avoir osé toucher son frère. Avant qu'elle ne puisse m'atteindre, je l'ai esquivée avec agilité, d'un réflexe vif, et j'ai levé la main et lui ai traversé le visage avec 2 gifles cuisantes, l'une de la droite, l'autre de la gauche, 2 coups forts et précis qui ont fait perdre l'équilibre à Chloé, la faisant tomber lourdement sur une chaise voisine, ses cheveux décolorés et ébouriffés, lui cachant la moitié du visage. Je ne l'ai pas frappée par pure cruauté. J'établissais les limites du respect, une ligne que cette famille avait franchie sans aucune pudeur. Je lui ai dit que je lui rendais ces 2 gifles. J'ai ajouté que c'était une leçon fondamentale de savoir vivre que sa mère avait oublié de lui inculquer. Je lui ai fait comprendre que, dehors, dans le monde réel, tout le monde n'allait pas supporter son arrogance et son insolence. Je lui ai interdit de me reparler un jour avec ce ton de supériorité, affirmant qu'elle n'en avait pas le droit. L'immense salle a de nouveau sombré dans le silence. Les regards des tantes qui se moquaient de moi, un peu plus tôt, étaient maintenant remplis de panique. Elles me regardaient comme une parfaite étrangère. Personne n'a osé s'interposer. Personne n'a fait un pas pour défendre Alexandre ou Chloé.
Ils venaient de réaliser que la femme face à eux n'était plus la belle-fille soumise et facile à dire, mais une véritable cadre dirigeante dotée d'une détermination et d'une autorité intouchable. Ma belle-mère, après être restée longtemps paralysée à fixer les restes du bracelet de saphir et à me voir gifler ses enfants, est sortie de sa stupeur, le chagrin de l'argent perdu, mêlé à sa rage, a fait rougir son visage, et les veines de son front ont gonflé. Elle a jeté au sol ce qui restait du bracelet, s'est levée brusquement et m'a pointé du doigt, sifflant de fureur. Elle s'est exclamée, horrifiée de voir une belle fille frapper son mari et sa belle-sœur lors de l'anniversaire de la famille. Elle a crié que c'était une honte, qu'ils avaient eu le malheur de laisser entrer une vipère comme moi. Elle a hurlé au divorce, exigeant d'Alexandre qu'il me quitte sur le champ. Elle a déclaré qu'elle ne supporterait pas cette ingrate une seconde de plus, affirmant qu'elle appellerait son avocat, qu'elle ferait diviser les biens en deux, et qu'elle me jetterait à la rue sans rien pour que je paie les dommages causés à cette famille. En entendant ma belle-mère hurler son intention de me voler mes biens, je n'ai ressenti aucune peur. J'ai simplement lâché un rire froid. L'avidité de cette famille n'avait aucune limite, et leur ignorance juridique était tout aussi stupéfiante. Ils pensaient qu'en se mariant avec moi, ils devenaient automatiquement propriétaires de tout ce que je possédais. Je me suis avancée vers une chaise proche. J'ai lentement ouvert la fermeture, à éclair de mon sac de créateur, et j'en ai sorti une fine chemise cartonnée. Je l'ai jetée sur la table en verre, devant Alexandre et sa mère. Je leur ai demandé s'ils voulaient vraiment me jeter à la rue sans rien. Étienne les ai invités à bien lire ces documents. Je leur ai montré le titre de propriété de notre luxueux appartement du 16e arrondissement, ainsi que les papiers de la voiture haut de gamme garée à l'extérieur. J'ai précisé que les deux étaient au nom d'une seule personne. Le mien. De plus, j'ai souligné que la date d'achat était antérieure à mon mariage avec Alexandre, que tout avait été acheté avec l'aide de mes parents et mes économies personnelles. C'était des biens propres. La loi française est très claire à ce sujet. Il n'avait pas le droit au moindre centime sur ces biens. Ma belle-mère a saisi les documents de ses mains tremblantes, bien qu'elle ne comprenne pas tout le jargon juridique. Le terme de biens propres et mon nom, clairement imprimé, ont suffi à lui donner le vertige. Elle a reculé et s'est laissé tomber sur sa chaise, balbutiant que c'était impossible. Elle a chuchoté que son fils lui avait dit qu'il gagnait beaucoup d'argent et que c'était lui qui avait acheté l'appartement et la voiture. Je me suis tournée vers les membres de la famille qui écoutaient attentivement et j'ai déclaré d'une voix ferme, pour démasquer totalement la façade de mon lâche de mari, qu'ils croyaient sûrement tous qu'Alexandre était un homme à succès. Le pilier de la famille, je leur ai annoncé qu'aujourd'hui, Yallais leur révélait la vérité. J'ai expliqué qu'actuellement, Alexandre n'était qu'un simple chef des ventes dans une petite entreprise, avec un salaire misérable d'à peine 1500 € par mois. J'ai ajouté que cet argent, il dépensait intégralement en allant prendre des apéros avec ses potes, et pour ses propres caprices, il ne ramenait pas un centime à la maison. J'ai poursuivi en disant que durant les 3 dernières années, les charges de copropriété, l'électricité, l'eau, les courses, les séjours en Thalasso 2, Martine et l'argent de poche de Chloé, j'avais absolument tout payé avec mon salaire. Il vivait à mes crochets, se nourrissant de mon travail, pour ensuite, à venir parader ici, comme un grand dirigeant. J'ai terminé en demandant de quel a droit un incapable comme lui exigeait de garder mon argent. Mes mots sont tombés comme une bombe dans le salon. Les gens ont commencé à murmurer. Les regards de respect qu'ils lançaient auparavant à Alexandre se sont
Transformé en mépris et en moquerie, Alexandre a baissé la tête, serrant les poings jusqu'à s'en blanchir les jointures. L'humiliation d'être démasqué là, laissé sans voix, les mensonges qu'il avait tissés pour cacher sa médiocrité venaient d'être pulvérisés, laissant à nu une réalité pathétique. En voyant son fils humilié, ma belle-mère a refusé d'accepter la défaite. Son entêtement l'a poussée à continuer de se battre, frappant la table en verre et me défiant du regard. Elle m'a dit de ne pas venir les effrayer avec mes papiers. Elle a déclaré que nous étions mariés depuis 3 ans, que nous partagions le même toit et le même lit, et que j'avais une responsabilité envers cette famille. Elle a affirmé que si j'étais si intelligente et si riche, Illusen était de mon devoir d'entretenir ma belle-mère et d'aider ma belle-sœur. Au nom du bon sens, elle m'a accusé d'avoir fait perdre un travail à sa fille, d'avoir ruiné la réputation de son fils, promettant de ne jamais me le pardonner. Elle m'a menacé de venir dès le lendemain avec toute la famille au siège de mon entreprise à la Défense, avec des pancartes pour faire du bruit. Elle a promis de raconter à tous mes employés et partenaires que j'étais une vipère, maltraitant sa belle-mère et frappant sa belle-sœur, pour voir combien de temps je garderais mon poste de directrice. La menace a résonné dans l'air. La tante d'Alexandre a hoché la tête, croyant qu'il s'agissait d'un plan de génie pour m'obliger à céder et à lâcher de l'argent. Elle pensait qu'en tant que cadre, j'aurais peur du scandale public. Mais elle se trompait lourdement. Je suis restée droite, avec un calme glacial. Je lui ai dit qu'elle pouvait y aller quand elle le souhaitait, que les bureaux de mon groupe étaient en plein quartier d'affaires et qu'elle y était la bienvenue, mais je l'ai avertie d'une chose. Mon entreprise disposait de l'un des meilleurs cabinets d'avocats de Paris. Dès qu'elle se planterait là, bas avec ses pancartes, la sécurité privée la retiendrait. Mes avocats déposeraient une plainte immédiate pour trouble, l'ordre public, tentative d'extorsion et diffamation contre l'image du groupe. J'ai ajouté que la loi ne faisait pas d'exception pour l'âge et que par conséquent, elle ferait bien de se préparer à avoir un casier judiciaire ou à payer des millions d'indemnités. En entendant parler de plaintes et d'indemnités colossales, le visage de ma belle-mère a blêmi. Les proches qui envisageaient de la soutenir ont rapidement à détourner le regard. Personne ne voulait s'attirer des ennuis judiciaires pour les affaires des autres. En les voyant se dégonfler, j'ai décidé de porter le à coup de grâce pour détruire la moindre illusion de dignité morale qu'il restait à cette famille. J'ai regardé froidement Chloé, qui s'était recroquevillée sur sa chaise. Je lui ai rappelé qu'elle disait que je lui avais pris son emploi. Je lui ai demandé si sa famille savait pourquoi elle avait été licenciée de son dernier poste. Il y a 3 mois, ce n'était pas parce qu'elle avait démissionné à cause du stress, comme elle l'avait prétendu. Elle avait été renvoyée parce qu'elle s'était entendue avec un fournisseur pour empocher 10 000 € de pots de vin illégaux. Le directeur de l'entreprise avait déjà préparé les papiers pour la et dénoncé à la police pour abus de confiance. C'est moi, par compassion pour Alexandre, qui avait remboursé ces 10 000 € de ma poche pour qu'il retire leur plainte, lui évitant ainsi un procès et un casier judiciaire de envoleuse. J'ai ajouté qu'elle avait bien de la chance que je ne porte pas plainte moi-même, et je lui demandai d'où elle tirait l'audace de se prendre pour une directrice des opérations. Chloé a caché son visage dans ses mains et a éclaté en sanglots, incapable de se défendre car tout était rigoureusement exact. Ma belle-mère a ouvert la bouche, abasourdie, regardant sa précieuse fille, mais je n'avais pas terminé. Je me suis tournée vers Alexandre pour lui asséner un coup fatal concernant sa soi-disant brillante carrière. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment que son fils était un saint. Yai rappelé à ma belle-mère que le mois dernier, il lui avait dit qu'il partait à Cannes et Saint-Tropez pour conclure de gros contrats. La vérité était qu'il
avait utilisé son poste pour piocher dans les frais de représentation de son entreprise, gonflant les notes de frais et utilisant la carte corporate pour emmener sa petite sœur faire la fête et flamber l'argent dans des hôtels de luxe. Le service comptable avait découvert le trou financier. Il m'avait appelé personnellement pour me demander si j'avais participé à ce voyage, car les dépenses étaient pour 2 personnes. J'avais gardé le silence pour qu'il règle cela lui-même. Mais j'ai conclu qu'aujourd'hui, il n'était plus nécessaire de couvrir ce grand hypocrite. C'était un cas pur et simple d'abus de biens, sociaux. La vérité nue était exposée. Les secrets les plus sordides d'Alexandre et de Chloé avaient été révélés devant toute leur famille, sans leur façade de réussite et de moralité. La famille apparaissait telle qu'elle était réellement un groupe de menteurs et d'escrocs, pourris de l'intérieur. En m'entendant révéler les vols commis dans son entreprise, les jambes d'Alexandre ont cédé. Il a reculé en titubant jusqu'à heurter le mur du restaurant. La terreur la plus absolue a effacé la moindre trace de couleur et son visage. Alexandre savait à quel point son patron était strict. Si les détournements étaient confirmés avec des preuves irréfutables, il ne serait pas seulement licencié pour faute lourde. Il ferait face à des poursuites pénales. Un avenir bien sombre se dessinait pour lui. Le chômage, les dettes, potentiellement la prison. Toute sa fierté masculine a disparu, remplacée par la panique d'un lâche au bord du précipice. Oubliant son image devant la famille, Alexandre a couru vers moi et est tombé à genoux sur le sol froid. Il a joint les mains, me regardant avec des yeux remplis de larmes. Sa voix tremblait, suppliant désespérément. Il s'est excusé, me disant qu'il s'était trompé. Il m'a imploré de ne rien dire à son patron, affirmant que s'il l'apprenait, il perdrait tout et irait. Prison. Il m'a supplié au nom de nos 3 années de mariage de le sauver cette fois-ci. Il a juré que tout ce qui s'était passé aujourd'hui, le fait de me demander pardon, les cris, n'étaient pas de son fait, mais que c'était sa mère et Chloé qui l'avait forcé. Il a affirmé qu'elle lui avait dit qu'il devait s'imposer pour me donner une leçon, qu'il s'était retrouvé coincé au milieu, qu'il ne voulait pas me faire de mal. Et il a supplié mon pardon. Écouter les excuses pathétiques d'Alexandre m'a donné la nausée. J'ai regardé, cet homme agenouillé à mes pieds pour sauver sa propre peau. Il n'hésitait pas à jeter à la poubelle toute sa dignité et à rejeter la faute sur la mère qui l'avait mise au monde et sur sa propre sœur. Comment un homme aussi irresponsable et lâche, capable de vendre son propre sang, pourrait-il un jour protéger ou rendre heureuse sa femme? En entendant son fils lui faire porter le chapeau, ma belle-mère est restée pétrifiée. Elle a porté la main à sa poitrine, pleurant amèrement la trahison du fils dont elle se vantait tant, Chloé. De son côté, hurlait en accusant Alexandre d'être une belle ordure. Les voir s'entre-déchirer en plein milieu d'une fête d'anniversaire était une scène véritablement grotesque. J'ai pris une grande inspiration et j'ai senti une étrange paix envahir ma poitrine. Quitter cette famille était la meilleure décision de ma vie. J'ai ouvert mon sac avec une tranquillité absolue et j'en ai sorti un élégant porte-carte. J'ai pris une carte de visite et je l'ai laissé tomber devant Alexandre. Le Bristol a atterri doucement près de ses genoux. Je lui ai dit que c'était la carte du cabinet d'avocats qui me représentait et que dès le lendemain, il le contacterait pour lui remettre les papiers du divorce. J'ai ajouté que je récupérais jusqu'au dernier centime de mes biens et je leur ai conseillé de se préparer à affronter les conséquences de leur avidité et de leurs mensonges. C'était terminé. Sur ces mots, je ne leur ai pas accordé un regard de plus. Je me suis retournée. D'un pas ferme et fier, je suis sortie du salon privé. La lourde porte en chaîne s'est refermée derrière moi.
enfermant le chaos et les hurlements de ma belle famille. J'ai marché dans les couloirs du restaurant, emplissant à poumons de l'air frais de la nuit parisienne. Mon mariage toxique touchait officiellement à sa fin, et je faisais mes premiers pas vers ma liberté et ma dignité. Ma voiture glissait doucement en direction de mon appartement du 16e arrondissement. La lumière jaunâtre des lampadaires entrait par la vitre, dessinant des ombres sur mon visage, contrairement à la tension que je ressentais quelques heures plus tôt. Mon esprit était désormais apaisé. C'était comme si on m'avait ôté un rocher de la poitrine. En entrant dans l'immense appartement, j'ai allumé les lumières. Les pièces sont illuminées d'un éclat chaleureux. Chaque meuble, chaque décoration avait été choisi par moi avec soin. C'était le fruit de mon travail acharné depuis la fin de mes études. À le nid que je rêvais de construire avec un homme bien. Malheureusement, j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Je suis allé dans la chambre principale, j'ai sorti une valise et j'ai commencé à rassembler mes affaires. J'avais décidé de m'installer dans un bel hôtel du centre de Paris pour quelques jours, afin d'encaisser les choses et de travailler en paix, évitant ainsi de croiser ces gens que je ne voulais plus et jamais revoir. Alors que je finissais de plier des tailleurs et de ranger des documents, importance. J'ai entendu le bip de la serrure électronique de la porte d'entrée. Aussitôt, la porte s'est ouverte à la volée, claquant violemment contre le mur. Je suis retourné dans le salon et je suis resté paralysé. Alexandre, sa mère et sa sœur faisaient irruption chez moi. Leurs vêtements étaient en désordre et leurs visages déformés par une fureur meurtrière. Anne, contraste brutal avec leur posture prétentieuse. Au restaurant 1 heure auparavant, la honte ressentie devant la famille s'était transformée en rage, les poussant à me traquer pour se défouler et rafler ce qu'ils pouvaient. Ma belle-mère avançait en tête, dévisageant le luxueux appartement avec des yeux pleins de convoitise. Elle a posé ses mains sur ses hanches et s'est mise à hurler au milieu du salon. Elle m'a demandé où je croyais aller avec mes valises, me rappelant que j'avais frappé ses enfants et humilié la famille. Elle, qui m'a demandé si je croyais qu'il suffisait de partir pour tout régler, elle m'a ordonné de bien écouter. Si je voulais le divorce, c'était parfait. Mais elle a décrété que cet appartement et tout ce qu'il contenait devaient être divisés par 2, affirmant que j'avais vécu avec son fils pendant 3 ans et que les biens étaient partagés selon la loi. Elle m'a hurlé que je n'allais m'échapper avec tout le butin. Derrière elle, Chloé est intervenue avec un culot sans limite. Me pointant du doigt, elle a exigé avec un ton de pur chantage que je la dédommage. Elle m'a accusé de l'avoir humiliée, de lui avoir fait perdre un poste très bien payé, ruinant ainsi sa réputation et son avenir. Elle m'a réclamé 15 000 €, menaçant de m'empêcher de passer la porte si je ne lui faisais pas un virement immédiat. Et promettant de me détruire la vie, Alexandre se tenait en retrait, le visage fuyant d'un pleutre. Il n'osait pas me regarder dans les yeux et marmonnait des choses incompréhensibles, laissant ça, mère et sa sœur faire le sale travail à sa place. J'ai croisé les bras et j'ai observé en silence le théâtre de ces 3-là. Leur bêtise et leur avidité étaient sans fond. Ils ne connaissaient absolument rien au droit français de la famille, mais ils adoraient exiger des droits avec une mentalité de voleur à la tire. Je n'étais pas en colère et je ressentais encore moins le besoin d'expliquer le code civil à des personnes qui refusaient de comprendre. Face à des intrus qui violent votre domicile et tentent de vous extorquer de l'argent, la meilleure solution n'est pas de discuter, mais d'utiliser la force de la loi. J'ai glissé la main dans la poche de mon manteau et j'ai attrapé mon téléphone. Et prête pour l'appel final, qui expurgerait ces parasites de ma vie pour toujours. Au beau milieu de mon vaste salon, j'ai regardé avec un calme olympien ces gens
s'égosillaient pour réclamer des biens et de l'argent. Leurs insultes ne m'atteignaient plus. La seule chose que j'éprouvais était un profond mépris, doublé d'une détermination de glace. Je savais qu'avec des individus qui ne cherchent qu'à s'approprier le fruit de votre travail, toute négociation était vaine. Sensible. J'ai composé le numéro de la police. Puis j'ai appelé la sécurité, privée de l'immeuble. J'ai activé le haut-parleur. J'ai expliqué la situation d'une voix posée mais ferme. J'ai donné mon adresse et j'ai affirmé que 3 individus étaient en train de commettre une violation de domicile, me proférant des menaces et tentant de m'extorquer 15 000 €. J'ai ensuite demandé aux agents de sécurité du hall de monter sur le champ pour retenir les intrus en attendant les forces de l'ordre, en entendant les mots violation de domicile, menaces et tentatives d'extorsion. Leur attitude a radicalement changé. Ma belle-mère a balbutié, a reculé, et laissé tomber sur le canapé en cuir de créateur. Chloé est restée figée, baissant le bras qui me menaçait l'instant d'avant. La panique dans les yeux. Alexandre a été le plus lâche de tous. Il a rapidement agrippé sa mère et sa sœur par les bras, bafouillant qu'il fallait partir avant que la police n'arrive. Moins de 5 minutes plus tard, des bruits de pas lourds ont résonné dans le couloir. 4 agents de sécurité sont entrés dans l'appartement et leur ont intimé l'ordre de sortir pour attendre les autorités. À la vue des gardiens, et leur fausse bravoure s'est volatilisée, ma belle-mère s'est levée en tremblant et est sortie la tête basse. Sans prononcer un mot, Chloé s'accrochait au manteau de son frère. Tout l'air d'une voleuse prise en flagrant délit. Alexandre s'est retourné pour me jeter un regard mêlant ressentiment et supplique. Mais j'ai froidement détourné les yeux. Dès que la porte s'est refermée et que le silence absolu est revenu, j'ai entrepris d'effacer les derniers vestiges de mon passé. La première chose que j'ai faite a été de contacter un artisan serrurier en urgence. En moins d'une heure, la serrure électronique a été remplacée par un système de très haute sécurité, me garantissant que personne n'entrerait sans mon autorisation. Ensuite, j'ai allumé mon ordinateur portable. D'un geste précis, je me suis connecté à ma banque en ligne pour résilier toutes les cartes bancaires supplémentaires que j'avais fournies à Alexandre et à Chloé. Les notifications de cartes bloquées qui illuminaient mon écran m'ont procuré un sentiment de soulagement indescriptible. Je venais de couper les vivres aux parasites. Le lendemain matin, j'ai engagé une entreprise de déménagement. J'ai supervisé l'emballage de tous les vêtements et effets personnels d'Alexandre, de sa mère et de son sœur, chaque flacon d'eau de Cologne bon marché, chaque pot de crème, chaque objet a été mis dans de grands cartons. J'ai réglé la prestation sur place et j'ai ordonné que le tout soit expédié à l'adresse de leur maison familiale, dans la Creuse. Je ne voulais conserver aucun souvenir de cette engeance sous mon toit. Le nettoyage a été rapide, total et sans la moindre pitié. Une semaine après le scandale, mon avocat avait tout préparé. Le lieu choisi pour sceller la fin de cette erreur matrimoniale était un prestigieux cabinet d'avocats situé près du parc Monceau. J'y suis arrivé à l'heure, vêtu d'un élégant tailleur et sûr de moi. En pénétrant dans la salle de réunion vitrée, Alexandre s'y trouvait déjà. Il avait l'air ravagé. Quelques jours plus tôt, il VIP se pavanait en vantant son prétendu pouvoir. Aujourd'hui, il était pâle, mal, rasé, le visage creusé par de profondes cernes. Dans un costume froissé, mon avocat a posé sur la table la convention de divorce et le document de séparation des biens. Rédigé dans le strict respect de la loi, l'appartement du et 16e et la voiture étaient des biens propres et m'appartenaient exclusivement.
Mes comptes bancaires et mes économies n'ont subi aucune coupe, puisqu'il a été prouvé qu'Alexandre n'avait absolument rien apporté. Selon l'accord, Alexandre sortirait de ce mariage sans un seul centime. À l'image de son inutilité, Alexandre a pris le stylo d'une main tremblante. Il a tourné les pages à la recherche de la moindre faille juridique à laquelle s'accrocher. Mais in vain. Incapable de contenir son amertume, il m'a regardé et m'a lancé un reproche, plein de venin. Il m'a traité de femme cruelle, affirmant que j'avais acculé ça, toute famille. Il m'a demandé si j'avais la conscience tranquille, m'informant que par ma faute, son entreprise l'avait mis à pied à titre conservatoire, sans salaire, et qu'ils enquêtaient sur ses notes de frais. Il a ajouté que sa mère ne cessait de pleurer, que Chloé ne trouvait aucun emploi à cause de ma liste noire, et m'a demandé si j'étais enfin satisfaite. Je ne me suis pas emportée face à ces accusations ridicules. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai répondu avec un calme implacable. Je lui ai assuré que ma conscience était parfaitement tranquille. Je lui ai rappelé que je n'avais jamais rien volé à sa famille. Qu'au contraire, je les avais entretenus pendant 3 ans. Je lui ai dit que s'il était mis à pied et risquait la prison, c'était uniquement à cause de son avidité et d'avoir volé son employeur. Si sa sœur ne trouvait pas de travail, c'était dû à son incompétence et à son passé de voleuse. Et si sa famille était ruinée, c'était à cause de leur paresse et de leur volonté de vivre sur le dos des autres. Tout ce qui leur arrivait n'était que la conséquence de leurs propres actes, et je lui ai interdit de m'en rejeter la faute. J'ai pointé du doigt les papiers du divorce. Et je lui ai dit que la seule clémence que je lui accordais était de ne pas poursuivre sa mère et sa sœur pour violation de domicile et extorsion. Je lui ai suggéré de se débrouiller par lui-même, car son distributeur automatique avait cessé d'exister. Il devait, Sina. Alexandre s'est mordu la lèvre jusqu'au sang. La dure réalité l'a empêché d'ajouter quoi que ce soit. Il s'est penché, a appuyé le stylo sur le papier et a tracé une signature tremblante qui mettait un terme à notre mariage. N, sortant, je l'ai vu s'éloigner en titubant dans le couloir et j'ai poussé un soupir de soulagement. La bataille légale s'était soldée par une victoire totale. J'avais conservé l'intégralité de mon patrimoine. Plus tard, j'ai appris que la famille avait sombré dans un chaos absolu sans mes cartes bancaires ni mon argent. Leur vie de luxe s'était évaporée. Ma belle-mère, habituée à dépenser sans compter, devait désormais scruter chaque centime au supermarché. Chloé, incapable de supporter les privations, passait ses journées à hurler sur sa mère et son frère. Le petit appartement vétuste, banlieue lointaine, où ils avaient dû emménager après avoir été jetés de chez Moé, était devenu un champ de bataille rythmé par des insultes interminables. Leur sentiment de supériorité s'était effondré, emportant avec lui cette affection familiale fondée uniquement sur l'intérêt qu'il clamait tant. Après m'être délesté du poids de ma belle famille, ma vie a pris un tournant radieux. La liberté était comme une bouffée d'air pur lavant 3 années d'étouffement. J'ai consacré mon premier week-end libre à redécorer mon appartement. J'ai retiré les sombres rideaux gris que ma belle-mère m'avait obligé à installer sous prétexte qu'ils portaient malheur. Je les ai remplacés par de légers voilages en lin couleur crème pour que le soleil illumine le sol. En marbre, j'ai changé le lugubre canapé marron pour un modèle tapissé de velours vert émeraude. J'ai acheté de nouvelles toiles et des vases en cristal. Désormais, chaque recoin reflétait mon goût et mon essence. Me réveiller dans un espace que je maîtrisais seul me remplissait d'énergie, et je ne me suis pas épanouie seulement dans ma vie personnelle. Ma carrière, au sein du groupe, a également décollé, sans les appels constants de ma belle-sœur pour me soutirer de l'argent.
ni la pression de rentrer tôt pour cuisiner pour ma belle-mère. Je me suis plongée à corps perdu dans mon travail. Sous ma direction, nous avons lancé une campagne promotionnelle de novembre exploitant l'intelligence artificielle, qui a été un succès retentissant. Nous avons pulvérisé tous les records de vente de l'entreprise. Mon équipe travaillait avec une immense motivation et vouait une grande admiration à sa directrice. Ce succès a attiré l'attention des médias et le magazine Forbes France m'a contacté pour une interview exclusive. Je suis apparue en couverture, vêtue d'un élégant tailleur de créateur, ma coupe courte impeccable, arborant un sourire plein d'assurance. Quand le journaliste m'a demandé quel était mon secret pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, j'ai répondu en toute franchise. Le plus grand des secrets est de savoir s'estimer soi-même. Une femme moderne ne doit pas seulement briller dans les affaires, elle doit aussi savoir imposer des limites pour protéger sa dignité dans sa vie privée. C'est sacrifier aveuglément pour des gens qui ne vous valorisent pas n'est pas une vertu, c'est une cruauté envers soi-même. L'article a connu un franc succès, a inspiré de nombreuses femmes. Lire mon nom dans ce magazine m'a fait sourire. Avoir su me défendre lors de ce banquet avait été le véritable tournant de mon existence. 1 mois après le divorce, ma tranquillité a été interrompue. Un matin, en pleine réunion, j'ai reçu un appel de l'accueil. On m'a informé qu'une jeune femme à l'allure négligée, hurlait mon nom dans le hall, provoquant un esclandre et exigeant de me voir à tout prix. Sachant de qui il s'agissait, j'ai demandé à la sécurité de ne pas faire usage de la force pour ne pas effrayer les clients présents. Je suis descendue à l'accueil, munie d'un épais dossier que j'avais extrait de mon coffre-fort. En sortant de l'ascenseur, j'ai aperçu Chloé. La jeune fille, pourrie gâtée et arrogante, était méconnaissable. Ses cheveux blonds décolorés laissaient paraître des racines très sombres, et elle n'était pas coiffée. Son visage était pâle et émacié, ses vêtements froissés. Le désastre financier avait fait des ravages sur elle. En me voyant arriver avec mes vêtements haute couture et mon aura de réussite, ses yeux se sont remplis d'envie et de rancœur. Elle a couru vers moi, hurlant en larmes que j'étais une vipère. Elle m'a accusé de les avoir acculés à la ruine. Elle a affirmé que par ma faute, pour les avoir jetés à la rue et avoir dénoncé Alexandre, sa mère avait fait une crise cardiaque la nuit précédente. Elle a expliqué qu'elle était hospitalisée et qu'elle avait besoin d'une opération urgente dans une clinique privée pour la pause d'instant, ce qui coûtait des milliers d'euros. Elle m'a demandé où il allait trouver cet argent. Elle m'a tenu pour responsable et a exigé que je lui donne la somme sur le champ pour payer l'intervention, menaçant de me pourrir la vie si jamais il arrivait malheur à sa mère. Les employés et les visiteurs murmuraient. Elle tentait de me culpabiliser avec la maladie de sa mère pour m'extorquer de l'argent, mais je connaissais ces gens par cœur. J'ai gardé mes distances et je les regardais froidement. J'ai soulevé le dossier et j'ai retiré le trombone. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de factures de l'hôpital américain de Neuilly, des reçus pour du matériel médical et des traitements hors de prix, tous au nom de sa mère. J'ai jeté la liasse de documents sur la table basse en verre, face à Chloé. Les feuilles blanches arborant des montants faramineux se sont éparpillées. Je lui ai dit qu'elle me trouvait cruelle. Mais je l'ai invitée à bien lire ces papiers. Je lui ai demandé qui, l'année dernière, lorsque sa mère avait fait un grave infarctus, avait sorti de sa poche plus de 20 000 euros pour la faire opérer par le meilleur chirurgien cardiovasculaire. Je lui ai demandé qui avait payé sa chambre privée luxueuse pendant 1 mois, qui avait acheté les vitamines, les plus chères pour sa convalescence.
Je lui ai dit que c'était moi, avec le fruit de mon labeur, et que pendant ce temps-là, son très cher frère enchaînait les soirées, tandis qu'elle se plaignait d'être trop fatiguée pour aller veiller sa mère ne serait-ce qu'une seule nuit. Chloé est restée figée devant les factures, les lèvres tremblantes, incapable de prononcer la moindre parole. J'ai fait un pas en avant et j'ai parlé d'une voix qui a résonné dans tout le hall. Je lui ai dit que j'avais rempli mon devoir moral, accomplissant la tâche que des enfants aussi bons à rien et ingrats qu'eux n'avaient jamais daigné faire, mais qu'ils m'avaient payé en retour par le mépris, le mensonge et la cruauté. J'ai ajouté que si sa mère était tombée malade, c'était le contre-coup du stress, de voir son fils sur le point de finir en prison pour détournement, et sa fille être une incapable irrécupérable. Je lui ai intimé l'ordre de ne pas me rejeter. La faute, depuis le jour où j'avais signé le divorce, je n'avais plus rien à voir avec eux. Leur vie ou leur mort n'était plus mon problème. Je me suis tournée vers le chef de la sécurité et je lui ai demandé d'escorter cette femme hors du bâtiment immédiatement. J'ai précisé que si elle continuait à faire un scandale, il devait appeler la police, ajoutant que notre entreprise n'était pas un marché aux puces où les gens mal élevés pouvaient venir hurler. 2 vigiles ont encadré Chloé et l'ont fait sortir par les portes à tambour. Ses cris se sont étouffés de l'autre côté de la vitre. J'ai jeté les factures à la corbeille, effaçant du même coup la dernière once de pitié qui m'habitait. La porte du passé était désormais fermée et verrouillée à double tour. Quelques mois plus tard, ma vie était aussi stable qu'heureuse, un vendredi à fin d'après-midi, alors que je dégustais un verre de vin dans mon bureau baigné par le soleil couchant. J'ai reçu un message texte d'un numéro inconnu. J'ai instantanément reconnu le ton pitoyable d'Alexandre. C'était un message interminable, rempli de supplications. Il m'annonçait que le juge d'instruction avait clôturé son dossier et qu'il allait aller en prison vu la gravité des détournements de fonds. Il pleurait, évoquait nos débuts, à me supplier de le sauver et de lui donner une seconde chance, promettant de devenir un mari modèle si j'acceptais de me remarier avec lui. J'ai lu ce message sans ressentir la moindre émotion, ni pitié, ni haine. Les gens ne regrettent vraiment leurs actes que lorsque la justice frappe à leur porte. Je ne suis pas une sainte, ni un centre de recyclage pour personnalités toxiques. J'ai bloqué le numéro et supprimé le message, réduisant cette voix au silence de façon définitive. Par de vagues connaissances communes, j'ai fini par apprendre le sort de cette famille. Alexandre a été condamné et incarcéré, sacrifiant son avenir pour rembourser les indemnités à son entreprise et réduire sa peine. Sa mère a dû brader la maison familiale dans la Creuse pour payer les dettes. Se retrouvant sans toit, Martine et Chloé ont échoué dans un appartement minuscule à Aubervilliers. La misère et l'endettement les poussaient à se reprocher quotidiennement leurs échecs, un châtiment bien amer en retour de leur ancienne arrogance. En apprenant ces nouvelles, j'ai poussé un soupir. Je ne me réjouissais pas de leur déchéance, mais je savais qu'ils ne faisaient que récolter ce qu'ils avaient semé. Quand on vit en piétinant les autres, la chute n'est qu'une question de temps. Laissant se passer derrière moi, j'ai décidé de me récompenser, ainsi que mes véritables proches. J'ai pris 2 semaines de congé et organisé un voyage somptueux à travers l'Europe pour mes parents. Pendant des années, je les avais mis de côté à cause de mon ancienne belle famille. Nous avons commencé par profiter de Paris, pour finir dans les sommets enneigés des Alpes suisses. Voir le sourire de mes parents face à de tels paysages m'a comblé de joie. Mon père m'a pris la main et m'a glissé que, peu importe mes diplômes ou mes échecs,
Asie serait toujours pour eux la petite fille qu'ils devaient protéger, debout face aux sommets alpins. Oh, j'ai respiré l'air pur et glacial. Toute la douleur du passé avait été balayée par le vent. J'ai souri sous le soleil, matinal. J'avais réécrit mon histoire, non pas sous l'emprise de la rancune, mais guidé par l'amour-propre, en tranchant dans le vif pour faire place à ma période la plus lumineuse. L'avidité et l'égoïsme sont le poison de toute relation. La tolérance est une qualité, mais la soumission aveugle ne sera jamais la clé du bonheur. Si l'on offre sa bonté à ceux qui ne la méritent pas, on devient leur instrument. Ce femme doit forger sa propre valeur pour que personne ne puisse piétiner sa dignité. Le retour de bâton existe, et ceux qui vivent dans le mensonge finissent par chuter. Tandis que ceux qui se respectent voient toujours le soleil se lever à nouveau. La vie est courte, alors il faut s'assurer d'offrir son amour à ceux qui en sont dignes et de toujours avancer la tête haute